Et on commence avec les GG ce matin, les attaques de prison. L'État français Oh là est-il là. humilié? Depuis une semaine maintenant, plusieurs prisons françaises sont ciblées par des attaques coordonnées ainsi que des agents pénitentiaires, incendies, tirs à l'arme automatique. Des agents pénitentiaires donc ont été pris pour cible. Pour l'avocat des GG, Charles Consigny, bah oui, l'État français est bel et bien dépassé. Qu'ils utilisent ces moyens pour effectivement exercer une pression croissante sur l'administration pénitentiaire. À mon avis, après, ça va être les policiers, les juges. Vous allez voir des tentatives d'intimidation sur les juges, comme ça existe déjà en Amérique du Sud, et ça va se développer en France. Les enquêtes, elles sont encore en cours hein, sur ces attaques coordonnées là, qui durent depuis quelques jours maintenant. Il n'en reste pas moins qu'à l'automne dernier, il y a eu un rapport sénatorial, je crois que c'était un rapport sénatorial sur le narcotrafic en France, et qui disait notamment qu'il y avait à craindre, c'était dit hein, par ces sénateurs, que la France ne devienne à terme un narco-État et qu'il y ait vraiment pression de la part des trafiquants sur la hiérarchie pénitentiaire, judiciaire, policière. Est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter? Est-ce que la France est en train, tout petit à petit, de devenir un narco-État? Mais en Benjamin réalité, Hamar. mais bien sûr, mais et je pense que on prend pas conscience, y compris dans l'opinion, mais un certain nombre d'acteurs politiques non plus. Il y a une sorte de déni sur ce qui est en train de se passer. On perd le contrôle. Charles Consigny disait bientôt on va voir de l'intimidation, etc. Mais ça existe déjà. Il n'y a pas besoin d'aller voir en Amérique latine. Il y a des juges sous protection policière. Il y a des menaces qui sont faites lors d'instructions devant des juges. Et il y a un certain nombre de magistrats qui ont peur. Voilà. Il y a un certain nombre de reportages qui ont été faits récemment. Les prisons françaises, c'est en train de devenir des zones de non-droit. Parce que l'administration pénitentiaire, elle souffre d'un manque de moyens cruel. Ouais. Il y a il y a des promenades qui ne sont pas complètement surveillées par les matons. Il y a la possibilité de se faire livrer, y compris des stupéfiants, par drone dans les prisons françaises. On en est là. Et en fait, il y a une sorte de... On est sur une sorte de schizophrénie. On a à la fois un ministre de l'Intérieur et son acolyte de la justice qui joue les matamors, qui donne des coups de menton en permanence sur un certain nombre de réalités, mais ils n'ont pas les moyens de leur politique parce que on souffre de cruels manques de moyens dans le service public concerné. Et donc, dès lors, quand on écoute d'ailleurs les responsables syndicaux de Ah l'administration bah c'est les premiers à le dire. Hein. c'est les premiers à dire Ouais, que en réalité, alors ils ne contrôlent plus la situation. ouais. Il y a une surpopulation carcérale et eux, face à ça, ils sont démunis. Bah, ils sont victimes. Et je crains, moi, que d'ici quelques semaines, quelques mois, il y ait un moment, 2 ou 3 faits divers catastrophiques et dramatiques et que ça nous pète à la tête. Parce que oui, le trafic de drogue est passé dans une autre dimension et en réalité, actuellement, l'État français ne se dote pas des moyens nécessaires pour y faire face. Yael Mellul. Et après, on se demande pourquoi il y a 9 Français sur 10 qui sont un petit peu inquiets sur l'état de la France. Je veux dire, là, on a, avec ces actions ciblées manifestement par le narcobanditisme, mais bon, Oui, oui, oui. manifestement, Oui. je veux dire, on a l'État qui est attaqué. Moi, j'ai vu les images hier d'un lotissement qui a été pris pour cible Où à côté vivent des de personnels Lyon. pénitentiaires. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est des un images de quartier, ouais. guerre. Mmh. Je veux dire, c'était des types avec des armes de guerre Cocktail Molotov qui et attaquent, Kalachnikov. je veux dire, qui attaquaient un lotissement où étaient censés habiter des agents pénitentiaires. Donc, au travers des agents pénitentiaires, c'est l'État qu'on menace, c'est l'État qu'on attaque. Et moi, enfin, moi, quand je vois ces images, et en plus, au regard des actions concertées, Mmh. manifestement, j'ai très peur. Ouais, moi, je suis comme Yael. Jean-Philippe. Je pense que on se réveille un peu comme la plupart des Français à se dire, mais oui, au fait, nos prisons, on ne peut pas les défendre. En fait, on se rend compte que l'État ne peut pas assurer la défense des prisons, alors que pour moi, c'était une évidence. Mais je crois que tous les Français là sont un peu stupéfaits de voir ce qui se passe. Moi, je pense aussi beaucoup à ceux qui travaillent à l'intérieur, les agents, enfin les surveillants. Eux, ils ont déjà un quotidien qui est compliqué, mais si en plus ils sentent que le danger n'est pas qu'à l'intérieur, il est aussi de l'extérieur,
ça doit être un enfer à vivre. Le quotidien des surveillants de prison et des surveillantes, ça doit être un enfer. Et donc, je pense à eux. On les voit souvent. Moi, en tant que journaliste, j'ai fait beaucoup le pied de grue avec eux quand il y avait des grèves dans des prisons, etc. C'est à ce moment-là qu'on les voit. Sinon, on les voit pas. Ils sont invisibilisés, en fait. On les voit dans les téléfilms, dans les séries, mais la vraie vie au quotidien de ces surveillants. Quand il y a des drames, notamment difficile. il y a quelques mois avec l'affaire Mohamed Ramra, quand Absolument. deux personnels pénitentiaires ont été tués à un péage. Donc je pense à eux parce que nous on voit ça de l'extérieur, mais eux ils l'ont de l'intérieur. Ça doit être une cocotte minute parce que justement les prisonniers eux doivent sentir plus fort, se sentir plus fort et doivent encore moins respecter l'ordre. Allez, les GG, la mort du pape. Faut-il mettre les drapeaux français en berne? Le pape François est mort hier à l'âge de 88 ans, des suites d'un AVC. De nombreux chefs d'État vont se rendre évidemment samedi aux obsèques du souverain pontife, dont Emmanuel Macron. Aux États-Unis, Donald Trump a décidé de mettre les drapeaux en berne en l'honneur du souverain pontife. Une idée à reproduire en France, en tout cas c'est ce que pense le chroniqueur des GG, Emmanuel Devilliers. La France doit renouer avec ses origines. La France est fondamentalement d'essence chrétienne. Il faut se souvenir des propos de Saint Jean-Paul II au Bourget en juin 1980. France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Le pape François était un chef d'État, apprécié de tous, bien au-delà des confessions religieuses des uns et des autres. Et c'est parfaitement naturel, à l'exemple des États-Unis, de mettre les drapeaux de notre pays en berne, en signe de respect. Benjamin Hamar, France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Est-ce qu'on met les drapeaux en berne? Non, non, pas du tout. Le pape François était un pape aux convictions progressistes sur un certain nombre de sujets, et j'ai trouvé, voilà, que ce soit sur des tas de sujets, sur, par exemple, la situation à Gaza, sur la situation vis-à-vis de Cuba, sur les migrants. Souvent, j'ai partagé ses opinions. Donc, c'était un homme qui, à mes yeux, était un homme tout à fait estimable. Mais on est dans un pays laïque, voyez-vous. Quand le grand rabbin Lubavitch ou le recteur de la mosquée Al-Ansar meurt, on suggère pas effectivement de mettre les drapeaux en berne. Donc je mesure, moi j'ai beaucoup de solidarité envers les populations catholiques et je leur exprime mes condoléances, mais en France on est dans un état laïque. On ne met pas les drapeaux en berne pour la mort d'un dignitaire religieux. Et la comparaison avec Donald Trump, si vous voulez, je pense qu'en termes de boussole inversée, on fait pas beaucoup mieux. Moi j'ai juste à dire que la France est un pays laïque, donc non, on met pas les drapeaux en berne. Jean-Philippe Zou. Pareil, laïcité, évidemment, on ne met pas les drapeaux en berne. En revanche, il y a des célébrations un peu partout, dans les églises, les cathédrales, et c'est ouvert à tous. Donc ceux qui veulent... Et que Emmanuel Macron se rende aux c'est normal. C'est un chef d'État, le pape, donc bien sûr, c'est normal. Oui, puis c'est plus que ça, c'est plus qu'un chef d'État en fait. Voilà, c'est aussi un chef d'État. C'est aussi un chef d'État. Apolline Matin, le budget 2026. Faut-il tailler dans les niches fiscales? La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, veut donc s'attaquer aux niches fiscales pour faire des économies. Alors combien ça coûte, ces fameuses niches fiscales? Emmanuel Le Chypre nous explique. Il y en a 474 en tout, nous dit Bercy, et ça coûte aux finances publiques cette année 85 milliards d'euros. Le but du jeu, elle a dit, c'est raboter 10% des niches fiscales, ça veut dire gagner à peu près 8 milliards sur les 85. Mais après, vous avez les cas extrêmement compliqués politiquement, et là on pense par exemple au crédit d'impôt pour les emplois à domicile. La Cour des comptes dit ça coûte beaucoup trop cher globalement, 10 milliards au total quand on cumule toutes les aides. Est-ce qu'on supprime les niches fiscales? Alors la question c'est Benjamin laquelle? Hamar. Il y en a 400, il y en a effectivement plus de 450. Donc la question c'est laquelle, voyez-vous? Donc à la proposition de supprimer toutes les niches fiscales, il y a des niches fiscales qui effectivement sont par exemple concernent pas mal de gens et qui peuvent être utiles. Il y en a d'autres qui se justifient moins. Donc moi j'aimerais savoir desquelles on parle premièrement. Et ensuite pour trouver de l'argent, Est-ce qu'on fait le ménage au moins? Hein? Est-ce qu'on fait le ménage au moins dans les niches fiscales? Moi j'attends de voir les propositions, voyez-vous, parce qu'avec ce gouvernement et avec les macronistes depuis 2017, on comprend, la plupart du temps, ça tombe sur, effectivement, c'est toujours sur les mêmes, voyez-vous. Et quand on propose... Est-ce qu'il y a des niches fiscales pour les syndicats? Ah, oui, peut-être. Non, mais encore une fois, par exemple, voyez-vous, ça ne m'étonnerait pas que des propositions en ce sens apparaissent. Donc, pas toujours les mêmes. J'aimerais savoir de quoi on parle. Parce que, par exemple, et j'ai eu l'occasion d'en parler sur ce plateau, il y a une taxe très intéressante qui a été votée à l'Assemblée nationale, mais dont le gouvernement ne veut pas entendre parler, alors qu'elle rapporterait à peu près 20 milliards d'euros. C'est la taxe Zuckman, qui viserait effectivement les plus aisés. Mais alors ça, le gouvernement, et il n'y a pas de son, pas d'image. Il ne veut pas en entendre parler. Donc, quand je commence à regarder les niches fiscales, je veux
savoir desquels il parle. C'est Ils quoi vont Paul, chat échaudé, crin l'eau froide. c'est quoi, Paul, les 2 niches fiscales les plus coûteuses? Alors, en tête, le crédit d'impôt en faveur de la recherche, une aide aux entreprises. C'est la niche la plus coûteuse avec 7,2 milliards d'euros par an. Puis vient le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié au domicile. Ça représente environ 6 milliards d'euros par an. Je Ouais, crois que et on peut pas dire que ce ne sont pas des niches fiscales utiles. Le Enfin, en crédit impôt ouais. recherche, il est Enfin, très critiqué sur certains aspects. mais, hein. mais la seconde, pour l'emploi à Bien domicile. sûr, elle est très utile. Moi, Il faut savoir que sur les 467 niches fiscales, c'est grosso modo une quinzaine qui coûte le plus cher aux Français. Bon, je crois qu'il y a un problème d'exemplarité Jean-Philippe et Doux. il faut faire le tri en fait et justement dire bah ça c'est bien, ça c'est pas bien et surtout tout ce qui touche ceux qu'on appelle les nantis, tout ce qui touche aussi les politiques, peut-être les journalistes aussi, mais en tout cas parce que sinon c'est trop simple. Quand on demande aux Français un effort supplémentaire, ils ressortent toujours ces niches fiscales en disant Ouais. oui mais regardez vous avez ça etc. Et je suis d'accord avec eux. Charles Matin, faut-il arrêter avec Netflix? Aujourd'hui, plus de 40% des foyers français sont abonnés à la plateforme Netflix. Et si l'offre valait d'abonnement en 2014 8,99 €, elle en vaut presque le double aujourd'hui. Explication avec Emmanuel Le Chypre encore. Cette augmentation de prix, elle a été annoncée la semaine dernière au moment de la publication des résultats qui sont très bons, 3 milliards d'euros de bénéfices. Alors Netflix dit, bah oui, mais on a toujours besoin de plus d'argent pour financer nos investissements. Et puis, la leçon que tire Netflix de toutes ces augmentations passées, eh ben, c'est que ça ne fait pas fuir les abonnés et que, les abonnés acceptent de payer plus, mais restent abonnés à Netflix puisqu'on a dépassé la barre des 300 millions d'abonnés dans le monde. Yael Mellul, est-ce que tu es abonné à Netflix? Je suis abonnée à Netflix. Est-ce que tu mais pourrais t'en passer? Oui, je pourrais m'en passer, mais Ouais. j'ai pas envie de m'en passer Ouais. parce que il y a eu un. Je crois que je suis abonnée depuis le départ à Netflix, donc il y a une certaine addiction. Enfin, c'est fait pour, en réalité. Et donc, et en plus, l'augmentation, elle n'est pas non plus écrasante. Donc, T'es prête à payer plus cher? moi, je suis prête à payer plus cher, mais ça commence à se saouler quand même. Ouais. Voilà. Philippe, rapidement. Il y a une facilité, en fait, on ne Ouais. cherche pas à savoir si on l'a ou pas, on l'a. Moi, j'ai aussi Prime, parce qu'à un moment, ils diffusaient le foot. Et ben, je continue à payer, en fait, je regarde pratiquement mais plus, ça- mais l'abonnement, il continue, et voilà. Et donc, il faudrait aussi qu'on se pose la question. Allez, on termine avec Apolline Matin. De quel côté du lit dormez-vous? C'est une question très grave. Ah. Le choix n'a rien d'anecdotique, je vous le jure, parce qu'il Ah ouais permet de dévoiler notre personnalité. Charles Magnien s'est penché sur cette étude très, très sérieuse. Des sondages menés auprès de 2000 Américains qui dorment en couple et auxquels on a posé toute une série de questions. Par exemple, est-ce que vous préférez le vin ou la bière? Eh bien, ceux qui dorment à gauche du lit préfèrent la bière, alors que ceux qui dorment à droite choisissent majoritairement le vin. Quel est votre style de musique? À gauche du lit, on aime les musiques dramatiques, mélancoliques, alors qu'à droite, on est plus rock. Enfin, quel est votre bord politique? Eh bien, quand on dort à gauche, on serait plus à gauche politiquement, alors que ceux qui dorment à droite se déclaraient plus largement de droite. Benjamin Amar ferme les yeux, il vient de réfléchir. Tu dors à droite? Je dors à droite. Moi. Et voilà, je le savais. Tout ça n'est que du discours. Tu Mais- dors à droite, Benjamin. Mais qu'est-ce qu'on que tu appelle la l'assumes. droite? Qu'est-ce qu'on appelle la droite de la gauche d'un lit? Pardon, hein, mais Bah, c'est Quand t'es allongé. Mais tu sais que je me suis posé la question juste avant toi. Je me suis dit, Non, je c'est vais quand pas t'es le dire, je vais allongé. passer pour un idiot. bah, Ah, moi on va dire aussi. quand on est couché dans le lit. Bah oui. Ah, c'est quand on est couché? Ah oui, Ah oui, oui. je dors à droite. Voilà. Ok. Et toi, tu dors? Au centre. Non, à droite. aussi. À gauche, moi. À gauche. À gauche toute. Vous voyez, ça marche pas terrible. Hein. Bon, est-ce que vous dormez bien? Très bien. Ouais. Ça dépend qui est à gauche. Bon, et voilà, c'était ma deuxième question. Est-ce que vous êtes bien accompagné? Donc tout va bien. Allez.